Madame, monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyan, était ce mardi en séance de travail avec les préfets des 12 départements. C'est une séance de prise de contact avec ces derniers afin de mieux fixer les bases, ceci dans la droite ligne du programme d'action gouvernementale. La Cour constitutionnelle présidée par professeur Joseph Diogbenou vient de passer 3 ans à la tête de l'institution. Suivez dans cette édition l'analyse du consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur le bilan de ces 3 ans d'activité. Et puis, depuis ce mercredi 9 juin 2021, a démarré chez Titi Gweti English Club les journées anglicistes et ceci pour s'achever le 11 juin prochain. Durant ces 3 jours de formation, les participants seront soumis à plusieurs tableaux d'animation en vue de la promotion de la langue anglaise. Voilà pour le sommaire. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce conclave, les nominations ci-après ont été prononcées au poste du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Nounagnon Aristide Djidjoko, à la Cour des comptes sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, greffier en chef, à Koyon Clément Dassi, au ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de la Garde nationale, le colonel Issa Badou. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette information. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyan, a rencontré ce mardi les préfets des 12 départements du Bénin. C'est une séance de prise de contact avec ces derniers afin de mieux fixer les bases dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement. Les précisions dans ce reportage que nous présente Elia Djira. C'est une séance de prise de contact entre le ministre Raphaël Akoteyan et les nouveaux préfets. Ils sont désormais briefés sur leur mission régalienne. Pour l'occasion, le ministre a situé les préfets sur leur rôle, mais aussi sur le fonctionnement des différents départements. Ceci afin qu'ils puissent apprécier l'évolution du processus de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin. La bonne administration du territoire est une mission déterminante qu'il faut assumer avec engagement et loyauté, en créant les conditions propices à la réalisation des objectifs de développement de notre pays. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale et où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. Cela justifie la nécessité de la nouvelle réforme de l'administration territoriale actuellement en cours. Dans son allocution, l'autorité ministérielle a fait savoir que la bonne gestion administrative du territoire est une mission déterminante qu'il faut assumer avec engagement et loyauté. C'est pourquoi il a mis un accent particulier sur la méthode de travail participative. Le département est la circonscription administrative et le cadre territorial de mise en œuvre des politiques publiques de l'État. C'est le terrain fertile de l'expression de l'interministérialité et de la décentralisation. C'est pourquoi nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. Il nous faut imprimer une méthode de travail rationnelle, participative et constamment évaluée à l'aune des actions administratives et de développement. Ceci va de pair avec l'obligation de compte rendu aux supérieurs hiérarchiques que dans nos rapports avec les collectivités territoriales, les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers. Au terme de cette séance d'échange, le ministre a procédé à la remise de tests qui régissent la fonction de préfet à ceux nouvellement nommés. Il compte toutefois sur la participation de tous les préfets pour que le défi du secteur de la décentralisation réponde aux attentes de la population.
Installation officielle des membres de l'équipe juridique du Bénin à travers une cérémonie. Le ministre chargé du plan et du développement a mis en place donc cette équipe juridique afin d'appuyer la plateforme juridique Suède pour le même combat, favoriser le changement social et l'autonomisation des femmes. Suivez. Ces hommes et femmes sont officiellement installés membres de l'équipe juridique du Bénin. Provenant de plusieurs institutions, ils ont accepté de mener un combat commun, favoriser le changement social, le comportement des adolescents et l'autonomisation des femmes. Ceci en vue d'atteindre les objectifs de la plateforme juridique Suède, projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique de Sahel. Il me plaît de rappeler avant tout que le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel a été initié au Bénin grâce aux efforts du gouvernement béninois et plus particulièrement l'engagement du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. Comme vous le savez, cette opportunité destinée normalement aux pays du Sahel aurait pu échapper à notre pays si des personnes bien avisées ayant de nobles visions n'avaient été là au bon moment. Cette initiative s'arrime à la stratégie régionale du projet, dont les pays membres et institutions panafricaines sont appelés à renforcer les cadres juridiques pour promouvoir les droits des femmes à la santé, à l'éducation et à la protection contre les pratiques néfastes. C'est dans le but d'opérationnaliser la plateforme juridique du Bénin que nous, au niveau du projet Suède, nous avions envoyé des correspondances à vos diverses structures pour nous désigner des membres qui vont représenter vos structures au niveau de l'équipe des juristes de cette plateforme. Cette plateforme aura donc pour objectif, d'une part, de proposer des réformes de tests en lien avec des dispositions discriminatoires et restrictives pour améliorer les droits des femmes et des filles et d'autre part de faciliter la vulgarisation de la législation nationale au niveau communautaire. Ils sont près d'une vingtaine à être appelés pour mener à bien la mission, une mission qui ne sera pas facile, d'où cet appel de la coordinatrice du projet à l'endroit de ses membres. Si nous ne doutons pas de vos profils et de votre expertise en la matière, votre disponibilité à accompagner ce volet crucial nous préoccupe énormément. Et c'est à ce titre que mon appel à votre endroit sera de vous inviter à consentir d'énormes sacrifices pour des changements remarquables de l'état du cadre juridique béninois qui, à plus d'un titre, va impacter les conditions de la femme et de la fille béninoise. Je voudrais vous rassurer de l'engagement du ministre d'État que j'ai l'honneur de représenter en ce jour à vous soutenir dans cette démarche afin de voir non seulement le cadre législatif et réglementaire en faveur des droits des femmes, des filles renforcés, mais aussi les tests mieux appliqués et à la portée de tous. Le gouvernement, à travers le ministère du Développement, renvoie donc chaque membre en mission pour que les objectifs fixés soient atteints. L'équipe mise en place va conduire par un point focal pour le processus de rélecture des tests et lois, mais aussi identifier les lois et règlements au sein desquels la condition des femmes n'est pas prise en compte. Après leur installation, quelques membres de l'équipe ont bien voulu se confier au micro de nos reporters. Suivez. Aujourd'hui, mon pays qui fait partie des 9 pays engagés dans ce projet, est en train de se doter d'un outil. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existait parce qu'il y a eu des séminaires, il y a eu des ateliers. Bien, aujourd'hui, mon pays se dote d'un outil, c'est-à-dire une plateforme composé de cadres jurés, des juristes, des parlementaires, des gens de la société civile, tout ce monde-là qui interviennent bien sûr dans le processus de l'autonomisation des femmes et de la fille, côté éducation, côté santé,
Côté nutrition, c'est-à-dire tout ce qui permet d'atteindre le numéro 5 de l'objectif du développement durable. On a un cercle, il faut s'asseoir pour réfléchir, voir dans quelle mesure. Parce que vous savez, mon pays, nous avons pas mal de lois adoptées dans ce sens. Maintenant, il y a une plateforme qui sera chargée, bien sûr, de voir les relectures, comment procéder pour que la plupart des lois prises soient vraiment appliquées, adaptées. Quand je dis adaptées, parce que par moment, il faut faire des corrections, revoir en quoi elle n'est pas applicable, elle n'est pas praticable. L'autonomisation surtout des femmes, je pense que ma position me permet d'apporter une part quand même si je ne peux pas tout faire, puisque à tout seul je ne peux rien faire, je vais quand même faire de mon mieux. Parce que quand on arrive à rendre justice à une femme victime de violence par exemple, c'est que vous avez essayé de réduire un tant soit peu sa misère, sa peine, et c'est très important. Alors mon espoir c'est quoi? C'est en étant membre de cette plateforme, de ne pas être membre d'une plateforme de plus, n'est-ce pas? Que la plus-value que nous attendons du dividende démographique soit une réalité. Que le quotidien de la femme et de la fille change. Je ne veux pas être là juste pour être dans une structure et pour faire des réunions. Mais je souhaiterais vraiment que tous les membres de cette plateforme, que ce soit ceux de la partie étatique ou ceux de la partie société civile et tous les professionnels qui sont réunis, que nous puissions sortir vraiment que nous puissions mener des actions concrètes qui apportent un changement au quotidien des femmes dans un temps qui ne soit pas trop long. Autre sujet dans cette édition, la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou vient de boucler 3 ans d'exercice. Et pour l'occasion, Romuald Nhoui a reçu ce mardi le secrétaire général de cette haute juridiction en invité spécial. Il est revenu sur le bilan d'activité des 7 sages de la Cour ainsi que les actions qui ont été menées. On fait le point avec Mathieu Bocor. Déjà 3 ans que la Cour constitutionnelle, 6e mandature, s'est installée. Reçu comme invité spécial sur l'émission Le Grand Soir de ce mardi 8 juin 2021, Gilles Badé, le secrétaire général de la Cour, est revenu sur le bilan des 3 ans d'activité. On a amélioré à la fois le contradictoire, on a amélioré la transparence et ça a occasionné encore l'efficacité de la haute juridiction parce que vous allez voir que les chiffres ont explosé. On est passé de 270 décisions en 2018 à plus de 500 décisions en 2019, à plus de 700 décisions en 2020 et à un total de pratiquement 1700 décisions rendues par cette 6e mandature parce que les recours sur les droits fondamentaux, sur les libertés fondamentales sont foisons aujourd'hui devant la haute juridiction et elle essaye de donner à la Cour constitutionnelle son autre volet de protection des droits fondamentaux et non pas seulement la Cour de régulation du fonctionnement des institutions à laquelle nous étions habitués. Dans le souci de rendre aux justiciables un procès équitable, la 6e mandature a procédé dès son installation à la modification du règlement intérieur de l'institution. Le nouveau règlement intérieur stipule en son article 28 que la procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite et contradictoire. Elle est publique sauf décision contraire de la Cour. La Cour Djogbenou entend briser donc le mur d'impréhension en ouvrant son accès à sa procédure, son acheminement vers la décision publique. Lorsque vous prenez la manière dont la Cour travaillait, le principe du contradictoire, qui est un principe fondamental de tout procès, voudrait que lorsque quelqu'un se plaint par une requête, on donne la parole à la partie qui est incriminée pour qu'elle puisse s'expliquer. Ça peut être une autorité, ça peut être une autre personne physique. Eh bien, la Cour constitutionnelle, par le passé, se contentait de prendre ces 2 points de vue et de rendre sa décision. Aujourd'hui, avec la création de 2 chambres de mise en état, qui sont des chambres qui instruisent le dossier avant que le dossier ne vienne en plénière, il y a la possibilité pour les parties, lorsqu'elles ont émis un point de vue, que l'autre aussi émette son point de vue et que chacun puisse discuter du point de vue émis par l'autre. Donc le principe du contradictoire a été renforcé en donnant l'occasion de s'exprimer devant des sections réduites de la Cour constitutionnelle et de faire
faire en sorte que les débats s'approfondissent et que c'est quand les débats sont mûrs qu'on peut aller en audience plénière pour rendre la décision. Et tout cela se fait devant le public. Le bilan est édifiant en 3 ans et les perspectives restent plus grandes. Il faut que les gens prennent le temps de lire la décision, de lire les décisions, de lire les arguments de chacune des parties et de voir l'arbitrage que la Cour fait par rapport aux orientations, par rapport à l'idéologie, par rapport aux objectifs poursuivis pour rendre la décision. Que personne ne soit fermé, parce que la Cour elle-même n'est pas fermée. Elle est ouverte au débat, elle est ouverte aux échanges. Si les critiques, les échanges des uns et des autres permettent de réorienter telle question ou telle question d'une telle autre manière, on va le faire. Les gens sont souvent pressés, ils réduisent l'État à leurs problèmes d'aujourd'hui. Oui, le problème actuel. Alors que des questions font l'objet de progrès progressifs, de progrès suivis dans le temps pour déboucher sur une solution. Que les gens acceptent que tout ne soit pas fait en leur temps. Le professeur Djogbenou veut tout simplement modifier l'image, la crédibilité et la légitimité de la haute juridiction, a conclu le secrétaire général Gilles Badé. Il faut aussi noter que le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, lors de sa chronique de ce mardi, a également donné sa lecture sur le bilan des 3 années d'activité de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Suivez. C'est déjà de sentir la Cour constitutionnelle sortir, s'ouvrir. Parce qu'avant, on a l'impression d'avoir cette personne qui s'emmure et qui sortent, qui vous livre leur décision, qui disparaît. Il faut dire que la Cour, au regard de ces 17-18 dernières années de son fonctionnement, a progressivement évolué vers une sorte de démocratisation de cette procédure et d'ouverture vers les politiques. Vous voyez, quand vous prenez les premières décisions de la Cour, vous allez voir, c'est pas suffisamment motivé et progressivement, on commence par avoir non seulement l'instruction du dossier, l'analyse et après l'exposé des motifs, l'instruction, l'analyse et la décision. Donc, ça a évolué et aujourd'hui, avec la mandature présidée par le président Joseph Djogbenou, je pense qu'il y a eu carrément un repositionnement de cette Cour et ça a été intéressant d'écouter le docteur Badé, parce que là, je pense que en peu de mots, il a dit l'essentiel, il a dit ceux qui sont un peu proches de cette institution en termes d'intérêt personnel, en termes de culture et en termes d'attention, comprennent déjà, mais qui méritent d'être dit, et je pense qu'il a pu le dire comme il faut. Le SG a parlé de la limitation des grèves. C'est un positionnement de la Cour, et c'est une évolution de sa position. Et pourquoi? Parce que pendant 27 ans, 26 ans, on a connu un certain positionnement qui a montré ses limites, avec des hôpitaux dévastés, enfin abandonnés, et des syndicalistes heureux de ne pas observer même le service minimum. Mais les théoriciens de droits, de droits individuels ou bien de la primauté des droits individuels sur les droits collectifs vont vous dire non, mais qu'il n'y a pas de droit de l'homme, on travaille au droit de liberté publique, on a bloqué, comme j'ai entendu quelqu'un, on n'est même plus en état de droit. Bon, donc, alors, quand vous écoutez ça, mais vous arrachez les cheveux, et quand vous les écoutez, surtout 2 professeurs de droit, 2 juristes, enseignants, d'universitaires, qui connaissent que le droit n'est pas une science exacte, que c'est une affaire de positionnement, de lecture. Il a dit qu'il il peut y avoir plusieurs manières d'analyser une option. Et à partir du moment où il y a une qui peut être contraire à la Constitution, il reste 3. Et ces 3, les options sont possibles. Depuis ce mercredi, ont démarré chez Titi-Gueti English Club les journées anglicistes qui vont s'achever le 11 juin prochain. Durant 3 jours de rencontre, donc les participants seront soumis à plusieurs tableaux d'animation en langue anglaise. Les précisions de Stanislas Atandéon et de Edouard Capo dans cet élément. La culture africaine et l'éducation venue de l'extérieur, c'est autour de cette thématique que Titi-Gueti English Club va porter ses réflexions sur les journées des anglicistes. Ils sont majoritairement des étudiants venus de tous les départements d'enseignement de l'université d'Abomey-Calavi. Prévues pour durer 3 jours, les journées des anglicistes ont pour objectif de promouvoir la langue anglaise. Les English Speakers Days, entendons par la journée des anglicistes, sont des journées dédiées à la promotion et à la célébration de la langue anglaise comme atout indispensable pour le développement du Bénin. Les ISDs en fait sont l'occasion pour Titi-Gueti English Club de réunir toute la communauté estudiantine
en l'occurrence les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et les universités voisines, afin d'avoir des moments d'échange, de partage d'idées, de partage d'opportunités, tout ceci à travers la langue anglaise. Aussi, à travers cette journée, nous allons promouvoir notre culture parce que le thème que nous avons choisi pour cette journée, cette année, c'est African Culture and Western Education. Donc c'est pour pouvoir faire un contraste entre ces deux réalités, afin de pouvoir savoir si l'Africain que nous sommes, nous devons rejeter complètement tout ce que nous avions comme valeur culturelle, ou est-ce que nous devons embrasser totalement tout ce qui vient de l'extérieur, ou si nous devons faire un brassage entre ces deux choses-là. Titi Gueti English Club œuvre depuis plusieurs années dans le développement de la culture en passant par la langue anglaise. Pour ces journées, ils ont eu l'appui de l'ambassade des États-Unis près le Bénin pour les accompagner dans leur vision. Je suis ici pour encourager le développement de ce club, le English Club Titi Gueti, qui est parmi nombreux clubs d'anglais partout dans le Bénin que l'ambassade des États-Unis soutient. En cours des ISDs, nous avons plusieurs activités. Et parlant d'activités, il y a la prestation des différentes sections, puisque nous avons six différentes sections, et ces 6 différentes sections font des prestations. En dehors de cela, nous avons, en cours des ISDs, la phase finale de la compétition d'excellence, la Big Bird Competition. C'est donc une compétition d'excellence qui permet de primer le meilleur membre au cours de l'année. Communication, débats et bien d'autres activités sont prévues au cours de ces journées des anglicistes. Pour cette première journée, le Creuset a misé beaucoup plus sur le théâtre. Pour cette édition, Titi Gueti English Club s'engage à plus impacter la nouvelle génération par la langue anglaise. Plusieurs autres activités sont prévues à cet effet. Ces journées de réflexion et de distraction prennent fin le vendredi prochain. Et nous finissons cette édition avec le sport. Les écureuils du Bénin et les Chipolopolo de la Zambie se sont affrontés ce mardi au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Au thème de la partie, les deux formations se sont séparées donc sur un score de 2 buts partout. Le point avec Modeste Aniwanou et Semiati Soufou. Dans cette partie de football, où une fois encore le portier béninois aura été décisif sur certaines percées offensives des Chipolopolo de la Zambie, ce sont les errements du bastion défensif des protégés de Michel Dussuet qui ont permis aux visiteurs d'inscrire 2 buts en première partie de jeu. Tenez, 12e minute de la rencontre. Sur un joli mouvement d'ensemble de tout le déploiement offensif de la formation béninoise, Sebio Soukou, idéalement bien placé, ajuste le goalkeeper zambien. Bénin 1, Zambie 0. Les Béninois bougent en tambour dans la tribune officielle. Mais ce moment de joie ne sera que de courte durée puisque les Zambiens très athlétiques reviendront au score à la 19e minute grâce à Saloulani Firi qui à l'entrée de la surface de réparation oblige Saturnin Alagbe à constater les dégâts au fond de ses filets. Sur le reste de la première partie, ce sont les Zambiens qui se montreront très dangereux et corseront l'addition dans le temps additionnel de la première partie par Tandy Miwapé. Au retour des vestiaires, les 109 apportés par Michel Dussuet produiront les effets fastes souhaités dans cette rencontre. Et c'est fort heureusement que Johan Roche ramènera les deux formations au même niveau. Nous étions à la 79e minute. À ces 2 buts succéderont de nombreuses velléités et contre-velléités qui n'ajouteront rien au tableau des scores jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre de la partie. Comme il y a 2 ans au stade de Charles de Gaulle de Porto Novo, les deux équipes se séparent donc sur un score de parité, 2 buts partout. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez nos programmes sur le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec eTélébénin et l'application eTélébénin également disponible dans votre Play Store. Je vous laisse en compagnie de Romuald Moui pour la suite du Grand Soir. Passez une excellente soirée en notre compagnie.